La Russie possède un seul porte-avions, One. Ce n'est pas le titan naval attendu ou espéré par la Russie. Il fume sans cesse, fait un bruit de vieux tracteurs et a connu plus d'incendies à bord que de missions de combat réussies. Son bassin de Radoub s'est déjà effondré sous lui, une grue est tombée à travers son pont. Les équipages en plaisantent. Même les adversaires s'en moquent d'eux. Bien sûr, ce porte-avions, l'amiral Kouznetsov, n'a jamais été destiné à devenir une blague. Conçu comme la fierté de la marine russe, il était une vitrine de puissance. Après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ce qui devait être un navire amiral est devenu un avertissement. Aujourd'hui, il reste un monument rouillé à la démesure, la corruption et la décadence d'un empire autrefois redoutable. Voici l'histoire de l'amiral Kouznetsov, un navire tellement maudit qu'il continue de drainer des ressources même lorsqu'il est coincé en cale sèche. Et pourtant, contre toute attente, il reste en service. De nombreuses nations veulent des porte-avions pour montrer leur prestige militaire. La Russie en a construit un, obtenant une catastrophe flottante. Le Kouznetsov incarne une saga d'ambition, de défauts de conception, de mauvaise gestion et d'humiliation. Cette saga débute non par un échec, mais par la grande ambition soviétique. Pendant la guerre froide, la doctrine navale soviétique privilégiait les sous-marins. Des sous-marins nucléaires patrouillaient les océans comme réponse ultime aux porte-avions américains. Mais le prestige avait son propre poids, et les porte-avions représentaient le prestige mieux que tout autre navire. Ces bases aériennes mobiles montraient une puissance mondiale, ce qui importait à Moscou. Des débats internes ont longtemps freiné la construction d'un vrai porte-avions. Certains membres de la direction soviétique soutenaient que les porte-avions étaient encore des luxes, des symboles coûteux avec peu de valeur militaire comparés aux sous-marins ou aux croiseurs lance-missiles. D'autres insistaient sur le fait qu'une superpuissance devait en avoir un pour ressembler à une superpuissance. Finalement, bien sûr, l'argument du prestige l'a emporté. Au lieu de suivre l'exemple américain et d'adopter la propulsion nucléaire, les ingénieurs soviétiques ont choisi une centrale électrique conventionnelle. Moins chère, facile à construire et adaptée aux missions régionales. Le navire ne reflèterait pas un super porte-avions américain, mais incarnerait les priorités soviétiques. Il est devenu le projet 11435, officiellement qualifié de croiseur porte-aéronef lourd, une désignation délibérée. En l'appelant un croiseur, les soviétiques ont évité les restrictions imposées par les traités internationaux et ont justifié l'équipement du navire avec des systèmes de missiles lourds en plus des avions. Le navire a changé de nom plusieurs fois selon les victoires politiques à Moscou. Riga, Leonid Brejnev, puis Tbilissi. Finalement, il a été nommé Amiral Flotta Sovetskaya Soyuza Kouznetsov, en l'honneur de l'amiral qui a commandé la marine soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque changement de nom reflétait l'identité changeante du navire, pris entre le symbolisme et, vous savez, l'utilité réelle. La construction a commencé en 1983 au chantier naval sud de Nikolaïev, en RSS d'Ukraine. La quille posée cette année-là devait offrir un navire amiral à la marine soviétique, mais la conception restait compromise. Les porte-avions occidentaux évoluaient grâce à la propulsion nucléaire, des catapultes avancées et des ponts d'envol plus efficaces. Le Kouznetsov était déjà en retard avant même que sa coque ne touche l'eau. Les compromis de sa conception allaient en définir sa carrière. Le Kouznetsov, symbole de la puissance soviétique, était déjà obsolète à sa création. Au moment où il était prêt à être lancé, les marines occidentales avaient déjà dépassé sa technologie. Le navire avait l'air impressionnant sur les photos, mais c'était un anachronisme présenté comme un progrès. Cette contradiction le suivrait à chaque étape de sa vie, mouvementée. Conception et capacité, ou leur absence. À pleine charge, le Kouznetsov atteignait 55 000 tonnes, figurant parmi les plus grands navires de l'Union soviétique. Il restait toutefois beaucoup plus petit que les super porte-avions américains de plus de 100 000 tonnes. La taille à elle seule ne déterminait pas l'efficacité, mais la différence témoignait d'une ambition et d'une capacité considérables. Les États-Unis ont créé leur porte-avions pour projeter leur puissance mondiale. L'Union soviétique a conçu le Kouznetsov comme atout régional pour la Méditerranée et l'Arctique. Sa réputation s'est d'abord construite sur son système de propulsion. Le Kouznetsov utilisait des turbines à vapeur au mazat, choix dicté par les coûts et l'industrie, non la performance. Le mazat est un carburant épais, proche du goudron, qui génère beaucoup de suie. Le navire est tristement célèbre pour ses panaches de fumée noire, laissant une traînée partout où il passait. L'équipage plaisantait que les sous-marins ennemis suivaient le porte-avions sans sonar. La contrainte constante de nettoyer les chaudières et de réparer les systèmes obstrués transformait chaque voyage en une lutte mécanique. Le pont d'envol illustrait aussi un compromis.
Plutôt que des catapultes, demandant une technologie et des ressources avancées, les concepteurs soviétiques ont opté pour un tremplin en rampe. Les avions prenaient de la vitesse sur le pont et décollaient spectaculairement. Mais cela avait un coût. Les avions embarquaient moins de carburant et des charges plus légères. Cela signifiait des portées plus courtes et moins d'armement en combat. Pour un navire censé projeter la puissance aérienne, ce compromis était sévère. Le groupe aérien lui-même reflétait une ambition contrecarrée par la réalité. Le porte-avions utilisait des chasseurs Sukhoi 33 rejoints ensuite par des MiG 29K et des hélicoptères pour les patrouilles anti-sous-marines et les missions de sauvetage. Sur le papier, cette combinaison donnait à Kouznetsov une grande polyvalence. En pratique, les hangars exigus limitaient les opérations. L'entretien était ardu dans les espaces confinés sous le pont. Les déplacements d'avions sur le pont d'envol étaient compliqués à cause de goulets d'étranglement ralentissant les sorties. Les concepteurs soviétiques ont cherché à compenser en armant le navire. Contrairement aux porte-avions américains, qui misaient surtout sur leurs avions pour attaquer. Le Kouznetsov transportait 12 missiles antinavires P-700 Granit des systèmes surface-air et des armes de défense rapprochées. Les responsables ont appelé le navire croiseur porte-aéronefs lourd pour justifier ce design hybride. Comme nous l'avons dit, ce titre leur a permis de contourner ces restrictions du traité qui limitaient la construction de porte-avions, tout en renforçant l'idée que les navires soviétiques combattraient pas d'abord comme plateforme de missiles et ensuite comme porte-avions. Et la confusion régnait. En essayant de remplir 2 rôles à la fois, le navire n'en remplissait aucun correctement. Il n'avait ni la capacité d'un vrai porte-avions, ni l'efficacité d'un croiseur lance-missiles. Chaque compromis l'affaiblissait. Le Kouznetsov, loin d'être une arme tranchante, est devenu maladroit. Les observateurs navals ont vite vu ses défauts. Les photos du navire quittant le port montraient souvent une traînée de fumée noire, semblable à une cheminée. Ces images, symboles d'échec, ont envahi les revues navales, puis les forums en ligne. Au lieu de projeter de la puissance, le Kouznetsov a suscité la moquerie. Le navire a reçu des surnoms le comparant davantage à une usine flottante en réparation qu'à un navire de guerre. Le fait est que ces défauts de conception n'étaient pas de simples notes techniques abstraites. Ils ont façonné toute la vie opérationnelle du porte-avions. Dès la première mission, les compromis sur la propulsion, les opérations aériennes et l'identité ont tenté chacune d'elles. Un début froid, des développements précoces et des échecs techniques. Le Kouznetsov a été mis en service en 1991, un timing catastrophique. La même année, comme vous le savez, l'Union soviétique s'est effondrée. Un navire amiral d'une superpuissance est entré en service alors que le gouvernement faisait face à un chaos économique, politique et militaire. Le porte-avions symbolisait non plus la puissance soviétique, mais les limites d'une Russie déjà sur la défensive. Les premiers essais en mer ont révélé une série de problèmes. Les systèmes de propulsion tombaient en panne sans avertissement, les circuits électriques défaillaient et les systèmes mécaniques essentiels se bloquaient, sous un stress de routine. Le pont d'envol, déjà exigu par conception, est devenu dangereux en pratique. Des accidents au décollage et à la récupération ont endommagé avions et morale de l'équipage. Des rapports du début des années 90 décrivaient des équipages peinant à maintenir même un niveau de préparation basique. Les marins qualifiaient fréquemment le porte-avions d'expérience flottante, un navire qui semblait perpétuellement inachevé malgré son statut officiel d'opérationnel. Pendant des décennies, le Kouznetsov quittait rarement les ports, et lorsqu'il le faisait, il avait souvent besoin d'escorte de remorqueurs en cas de panne de courant. Le navire est tristement célèbre pour ses déplacements, escorté de remorqueurs de sauvetage, comme si la marine redoutait toujours une catastrophe. Pour un navire censé afficher la puissance, il projetait plutôt la vulnérabilité. La première mission de combat du porte-avions date seulement de 2016. Pendant ses opérations en Syrie, Moscou voulait prouver que sa marine pouvait projeter sa puissance aérienne dans le monde. Le voyage a plutôt révélé un échec international, avec la perte de 2 avions lors de cette mission. Un chasseur est tombé en mer après la rupture d'un câble d'arrêt à l'atterrissage. Un autre s'est écrasé à cause d'une panne du système d'atterrissage. Les 2 accidents ont suscité une grande attention, affaiblissant le récit de force voulu par le Kremlin. Et les problèmes ne se sont absolument pas arrêtés là. Parce que les systèmes d'atterrissage se sont révélés peu fiables, les avions ont été détournés vers des bases russes à l'intérieur de la Syrie. En somme, un porte-avions censé offrir un soutien aérien ne pouvait même pas récupérer ces avions. Pour les critiques, cela résumait l'existence du Kouznetsov, un navire censé projeter la puissance mais incapable d'assurer des atterrissages sûrs. Chacun de ces échecs renforçait la perception que le Kouznetsov était un handicap et non un atout. Au lieu d'effrayer ses adversaires, il symbolise désormais le déclin naval russe. Chaque déploiement soulevait la même question.
Non pas quelle mission attendait le porte-avions, mais quels nouveaux problèmes surgiraient ensuite. Des catastrophes en mer comme en cale sèche. Les débuts du Kuznetsov ont montré des défauts, et son histoire récente a confirmé la catastrophe. Le navire s'est fait connaître autant pour ses pannes que pour de graves calamités. Chaque tentative de déploiement semblait finir en échec, incendie ou tragédie. En 2009, lors d'une mission en Méditerranée, le porte-avions a subi une panne de courant majeure. Pendant des heures, le navire a dérivé sans propulsion, devenant une cible facile dans des eaux encombrées de navires de l'OTAN. Les équipages se sont précipités pour établir le courant, tandis que des remorqueurs se préparèrent à intervenir. L'événement a embarrassé Moscou et accru les doutes sur la fiabilité du porte-avions. 3 ans plus tard, en 2012, la même humiliation est revenue. Lors d'un autre déploiement, le Kuznetsov a encore eu besoin d'un remorqueur d'escorte. Des photographies du porte-avions traînant une épaisse fumée, accompagnées de navires de secours, ont largement circulé dans les médias occidentaux. Au lieu de symboliser la puissance russe, le navire rappelle désormais sa fragilité. Et les catastrophes ne se sont pas non plus limitées à la haute mer. En 2018, le navire est entré dans la cale sèche flottante PD-50 à Mourmansk pour maintenance. Pendant les réparations, la cale sèche a coulé en sombrant. Une grue est tombée sur le pont d'envol du Kuznetsov, déchirant un énorme trou dans la structure. L'accident a détruit l'une des plus grandes cales sèches de la marine russe, réduisant encore la capacité de réparation. L'incident était surréaliste. La structure censée soutenir le porte-avions s'est effondrée. L'année suivante, une autre tragédie est survenue. En 2019, un incendie a éclaté lors des rénovations à Mourmansk. L'incendie a détruit plusieurs compartiments, tuant et blessant de nombreux ouvriers. Des flammes et de la fumée s'échappaient du navire, filmées et diffusées dans les médias internationaux. L'incendie a causé d'importants dégâts, aggravant les problèmes déjà causés par le bassin de Radoub coulé. Le navire, déjà tristement célèbre pour la fumée, prit ainsi une dimension symbolique. Des dizaines de marins et ouvriers ont perdu la vie liée à ce navire. Certains sont morts en mer, d'autres lors d'incidents au port. Chaque victime accentuait l'idée que le porte-avions était maudit, plus dangereux pour son équipage que ses ennemis. Les calendriers de réparation sont devenus une blague. Au début, les responsables annonçaient un retour du navire en 2021, repoussé à 2023, puis 2024 et 2025 restent incertains. Chaque retard augmentait les coûts et la frustration, tandis que le navire consommait des ressources sans offrir de capacité. À ce stade, le Kuznetsov ne ressemblait plus à un porte-avions défectueux cherchant à trouver sa raison d'être. Il ressemblait à un gouffre financier enveloppé d'acier, un puissant sunghi sans fond pour l'argent. Rénovation, corruption et retard. Le Kuznetsov est plus un cas d'étude sur les coûts irrécupérables qu'un vrai navire de guerre. Des milliards de roubles ont servi à moderniser un navire que beaucoup d'analystes jugeaient bon pour la casse depuis des décennies. La rénovation visait de nouvelles batteries anti-aériennes, des systèmes électroniques améliorés, un dispositif d'arrêt modernisé et des unités de propulsion révisées. Sur le papier, ces changements transformeraient une relique grinçante en un porte-avions viable. En pratique, le projet est resté inachevé à cause de vagues successives de retard, et les causes sont nombreuses. Déjà inefficaces, les chantiers navals russes ont vu leur situation empirer après 2014, les sanctions occidentales bloquant l'accès aux technologies et équipements essentiels. Les composants, autrefois importés, ont dû être improvisés ou remplacés localement, ce qui a souvent entraîné une baisse de qualité. Les retards ont augmenté, car les ouvriers adaptaient des conceptions obsolètes avec les ressources restantes. La corruption a davantage miné l'effort. Les contrats circulaient selon les liens politiques, les coûts montaient en flèche et la qualité était souvent ignorée. Les responsables promettaient point des avancées, mais les inspections montraient non l'inverse. Chaque annonce d'une finalisation imminente ressemblait davantage à du théâtre politique qu'à une réalité d'ingénierie. À chaque passage du Kuznetsov en cale sèche, une catastrophe survenait. Le naufrage du PD-50 a détruit la plateforme même nécessaire à la maintenance à grande échelle. Des incendies ont annulé des mois de réparation par de nouveaux dégâts. Même les systèmes de base comme la plomberie et le câblage électrique ont dû être retirés et remplacés après que les inspecteurs de sécurité les ont jugés inutilisables. Les équipes de remise à neuf évoquent des installations dépassées, un manque d'outils et de supervision sécurité. L'incendie de 2019 qui a coûté la vie à plusieurs ouvriers a montré la dangerosité du projet pour la marine et ses réparateurs. Les retards s'accumulaient après chaque incident. En 2021, les responsables russes affirmaient que le navire reviendrait bientôt en service. Lorsque cela s'est avéré impossible, la date a été repoussée à 2023. Puis elle a de nouveau été reportée à 2024. Désormais même 2025 semble incertain.
Chaque report renforçait l'idée que le porte-avions était un gouffre sans fond, engloutissant argent et billes d'or d'avance. Le Kouznetsov devait montrer la puissance russe, mais sa longue remise en état a surtout révélé la faiblesse de l'industrie de défense du pays. Chaque retard, incendie ou rouble gaspillé confirmait cette vérité. Le complexe militaro-industriel ne parvenait même plus à préserver ses atouts les plus évidents. Ce qui aurait dû être un navire amiral est devenu au contraire une source constante d'embarras, un rappel flottant de la dysfonction que ni une nouvelle couche de peinture, ni les relations publiques ne pouvaient en dissimuler. Plus les réparations du porte-avions s'éternisaient, plus les questions s'accentuaient. Son retour serait-il vraiment important ? Atout ou relique ? Avec le temps, une question s'est posée. Même remis en service, quel serait le véritable rôle du Kouznetsov ? À la différence des super porte-avions américains capables d'opérations mondiales prolongées, le navire russe n'a jamais été conçu pour cela. Sa mobilité réduite, sa propulsion peu fiable et son lancement par tremplin limitaient le nombre d'appareils déployés et leur endurance. Dans une comparaison directe, le Kouznetsov était un cousin plus petit et moins performant que les navires auxquels il aspirait à se mesurer. La montée de la Chine rendait la comparaison plus douloureuse. Dans les années 90, Pékin a acquis la coque inachevée du jumeau du Kouznetsov, le Varyag, pour en faire le Liaoning. Ce porte-avions sert de plateforme d'entraînement à la marine chinoise, ouvrant la voie au Shandong et au Fujian, plus avancés. La Chine est passée des restes soviétiques à la production de porte-avions rivalisant avec les conceptions occidentales. La Russie, elle, n'a gardé qu'un navire à peine capable de naviguer sans remorqueur. Sans porte-avions supplémentaires, la Russie ne dispose d'aucune capacité significative de projection de puissance en mer. Les sous-marins et croiseurs lance-missiles demeurent la base de sa marine, tandis que les porte-avions restent inégalés pour afficher une présence durable. Le Kouznetsov devait combler ce manque, mais il est devenu obsolète. Les analystes militaires se demandent si le navire sera un jour de nouveau en état de combattre. Même ainsi, il restera sans doute limité aux eaux régionales, incapable d'opérer loin de ses ports d'attache. En Russie, le porte-avions a une valeur symbolique. Il figure dans les défilés navals, discours officiels et briefings de défense pour prouver que Moscou a encore une flotte de porte-avions. Le symbolisme n'est pas une capacité. Plus le Kouznetsov rencontre de problèmes dans les chantiers navals, plus sa présence apparaît politique plutôt que stratégique. Des voix sérieuses au sein des cercles de la défense russe se sont demandé si le porte-avions ne devrait pas être tout simplement mis à la casse. L'argument est simple, l'entretien du navire utilise des ressources rares, qui seraient des plus utiles pour les sous-marins ou les petits navires de surface. Envoyer à la casse le seul porte-avions russe reviendrait à admettre publiquement ce que beaucoup pensent déjà. La Russie n'est plus capable de maintenir une véritable marine hauturière. Ainsi, le navire demeure dans les limbes, trop endommagé pour servir, mais trop sensible politiquement pour être abandonné. Au final, le Kouznetsov occupe une place étrange. Il n'est ni pleinement opérationnel, ni officiellement retiré du service. Il se tient entre la pertinence et l'obsolescence. Son destin est incertain, mais son symbolisme est clair. L'amiral Kouznetsov devait être le navire amiral de la flotte soviétique puis russe. Il est devenu un objet de ridicule dans son pays et à l'étranger. Il fut autrefois présenté comme une preuve de la puissance navale, mais il est désormais davantage connu pour sa fumée, ses incendies et ses réparations sans fin. Les marins plaisants demandent sur le navire, tandis que les adversaires le voient comme une simple responsabilité flottante. Le déclin du navire reflète plus largement le déclin de la marine russe. L'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques a laissé la marine russe sans fond, infrastructure ni stratégie. Les sous-marins sont restés prioritaires, mais les navires de surface ont été négligés pendant des décennies. Les échecs répétés du Kouznetsov révèlent non seulement les faiblesses du navire, mais aussi la dégradation de la force qui doit le soutenir. Même les médias d'État russes peinent à présenter le porte-avions positivement. Les rapports sur l'état du navire sont souvent minimisés ou ignorés. La plupart des images récentes la montrent avec de la fumée sortant des cheminées, des grues effondrées sur le pont ou des flammes lors de réparations. Difficile de présenter ces images comme preuve de force, la comparaison mondiale accentue le problème. Les États-Unis poursuivent le lancement de porte-avions Ford dotés de systèmes de lancement électromagnétiques, de propulsion nucléaire et d'une automatisation avancée. La Chine a évolué des conceptions soviétiques à la production du Fujian, un porte-avions rivalisant avec l'Occident. Le Kouznetsov paraît figé,
conçu avec la technologie des années 80, peinant à entrer dans les années 2020 dépassées et inefficaces. Le symbolisme est frappant, n'est-ce pas? Le navire, censé inspirer la confiance, est devenu un miroir reflétant la faiblesse nationale. Sa coque rouillée et ses factures de réparation interminables illustrent l'histoire plus large des difficultés post-soviétiques. Ambition sans infrastructure, fierté sans ressources et symbolisme sans substance. L'amiral Kouznetsov, censé incarner la grandeur, s'est retrouvé dans un cycle d'échecs. On pourrait croire à un mauvais pari ou à de la malchance, mais la réalité est plus large. Ce porte-avions est un avertissement sur les dangers de l'ambition poursuivie sans l'infrastructure nécessaire pour la soutenir. Finalement, le navire raconte une histoire. C'est l'histoire d'un empire voulant égaler ses rivaux sans en avoir les bases, et de son successeur. Un État qui ne peut pas se détacher de ses symboles, même lorsqu'ils ont perdu toute valeur pratique. Merci d'avoir regardé.